Donc justement, nos politiques essayent de suivre un petit peu ce que les associations militantes proposent. Alors on va voir si ça suffit. Enfin, ça suffit jamais, je pense que c'est pas assez, mais on peut parler un peu. Il y a quand même très récemment une loi qui a été votée au Sénat sur la consommation et en particulier sur l'obsolescence programmée. Et on reviendra après, Julien, si tu veux, sur tout ce qui est pratique de réparation et ce que ça implique derrière. Mais déjà, voilà, un aparté Flore sur la loi Hamon, la partie sur l'obsolescence programmée, et puis peut-être quelques mots sur la directive des 3E, la directive européenne. Alors l'obsolescence programmée, elle n'est pas citée dans la loi Hamon directement, hein. C'est nous qui faisons le lien. Mais effectivement, il y a un chapitre de la loi Hamon qui concerne la consommation responsable et qui, en gros, a retenu trois mesures intéressantes, bon, pas suffisantes de notre point de vue, mais bon, puisque c'est voté déjà, on peut au moins s'en saisir. Qui sont premièrement de faire passer de 6 mois à 2 ans la durée de garantie légale et de faire basculer la charge de la preuve du consommateur au producteur. C'est-à-dire que c'est le producteur qui doit montrer que la panne n'est pas liée à un défaut du produit en lui-même. Alors que jusqu'à présent, c'était au consommateur de démontrer le fait que ce n'est pas son utilisation qui a causé la panne. Voilà. C'est ça, hein. Et donc, la durée de garantie légale, tu peux nous dire ce que c'est ? C'est la durée de garantie des biens de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel que soit l'objet qu'on achète, même s'il n'y a pas écrit garantie machin, dans la loi, c'est inscrit, c'est 6 mois et ça va passer à 2 ans, c'est ça ? Voilà. Okay. Sachant que dans la pratique, ça fait longtemps que c'est 2 ans, pas mal longtemps. Oui, mais en fait, parfois on le précise pas beaucoup, parfois on le précise pas beaucoup parce qu'en fait, on met l'accent sur comment ça s'appelle, les extensions de garantie qu'on veut vendre avec le produit et que c'est ça qui va vraiment vous préserver contre... Donc bon, il y a aussi... Le discours, en fait, suivant là où on fait son achat, il peut être très différent et il n'est pas forcément toujours très clair. Ça fait déjà 2 ans, parce qu'en fait, il y a 2 dispositions. Il y a la garantie légale dont tu parles et il y a la garantie qui est un acte commercial qui est écrit dans le code de la consommation, pardon. Et aujourd'hui, en fait, c'est assez compliqué à lire. Nous, on l'a fait lire, je l'ai fait lire il y a très longtemps par des avocats pour vraiment qu'ils m'expliquent la différence entre les deux. Ils sont un peu perdus dans le truc. Ils m'ont dit globalement, c'est mieux de donner 2 ans parce qu'on ne sait pas trop, 6 mois, peut-être que finalement c'est compliqué. Enfin bon, bref, donc nous, ça fait depuis qu'on a démarré qu'on est à 2 ans. Il y a beaucoup d'industriels qui le sont, mais en revanche, pas tous les revendeurs. Un site comme Cdiscount, par exemple, désolé de citer quelqu'un, mais c'est pas le seul, hein, ils sont tous comme ça, vend 1 an de garantie, alors même que son fournisseur lui offre 2 ans. C'est pour ça que concrètement, la mesure, elle n'est pas extrêmement ambitieuse en elle-même, mais si au moins elle a la vertu, parce qu'il y a quand même eu pas mal de communication un peu autour de cette loi Hamon, c'est au moins elle a la vertu de faire connaître en fait aux consommateurs leur... Pardon ? Ouais. Au moins si les consommateurs sont mieux informés de ce qui existe dans la loi, et de ces 2 ans, ça peut leur permettre de répondre aux revendeurs ou ouais. Juste un point sur cette durée de garantie. Il y a un fabricant de télévision qui s'appelle Funai qui a voulu faire de la durée de garantie un élément marketing de vente, et ils ont proposé 5 ans. Ils se sont fait déréférencer de Darty et Fnac pour la bonne et simple raison que ça empêchait Darty et Fnac de vendre leur fameuse extension de garantie de 2 à 3 ans. Donc ils sont revenus à 2 ans. Ouais. Nous, on avait demandé l'extension de la durée de garantie légale à 5 ans, mais bon, évidemment, c'est pas passé. Ça a un coût, oui, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce que l'Europe nous impose en termes de déchets électroniques ? Non, mais il y avait deux autres choses dans cette loi conso qu'il faut mentionner, qui concernent plutôt l'accessibilité des pièces détachées. Alors, l'accessibilité des pièces détachées, mais tu nous disais déjà que c'était déjà quand même plus ou moins le cas, même avant la loi Hamon. Moi, le point que je trouve quand même intéressant, qui est mentionné en plus, c'est l'information du consommateur sur l'accessibilité des pièces détachées. Parce que c'est pareil. En fait, le consommateur, quand il fait son achat, il n'est pas forcément au courant. Et si là, au moins, on peut avoir un progrès là-dessus, c'est quand même encourageant. Après, bien sûr, on aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il y a autre chose concernant l'obsolescence programmée et sa prise en compte
dans la réglementation, aujourd'hui, il n'existe pas de délit d'obsolescence programmée. Hein. L'obsolescence programmée, ça n'a pas encore d'existence juridique non plus, etc. Et ça, c'est quelque chose qui forcément est très difficile à faire évoluer. Et là, actuellement, le plan national de prévention des déchets qui va être publié d'ici quelques semaines, il a un chapitre obsolescence programmée, mais qui pour l'instant, le seul truc qui a pu être adopté par toutes les parties prenantes à ce plan national de prévention des déchets, c'est de se mettre d'accord sur une définition de l'obsolescence programmée. Donc vous voyez, on avance avec des tout petits pas. Voilà. Et comment prouver, voilà, enfin concrètement, voilà, c'est quoi qu'est-ce qui caractérise l'obsolescence programmée. Damien. Moi, sur le site commentreparer.com, où il y a beaucoup de volumes de pannes qui sont référencés, j'ai régulièrement des journalistes qui me demandent, ils ont envie de savoir c'est quoi les produits qui sont vraiment sujets à l'obsolescence programmée, c'est lesquels qui tombent en panne tout le temps. Et en fait, tous les produits tombent en panne et il n'y a pas de... Je dois toujours les décevoir en leur disant que les principales pannes, c'est du calcaire qui va entartrer les machines à laver, c'est les machines, pareil, les cafetières qui sont bouchées, ou les téléphones portables qui tombent. Donc c'est super décevant quand on cherche le responsable, le grand coupable de l'obsolescence programmée, parce qu'on n'a pas une source évidente et on n'a pas, sauf quelques très rares cas qui sont mentionnés dans le documentaire Prêt à jeter par exemple, où on a trouvé des fabricants qui avaient sciemment mis un truc qui allait exploser à l'intérieur de la machine pour qu'elle ne marche plus. Il y a quelques imprimantes, il y a des modèles d'imprimantes effectivement qui sont connus pour s'arrêter au bout de 17 000 copies et voilà, mais c'est très très rare et puis de la part d'un fabricant c'est un peu suicidaire de mettre quelque chose de très évident alors que simplement l'usure due au choix de composants de mauvaise qualité ou moins chers en tout cas, qui font que statistiquement ça va finir par tomber en panne au bout d'un temps assez réduit, ça marche très bien et il n'y a pas à rechercher le piège ou le sabotage qui a été fait par le fabricant. D'accord. C'est même pas fait exprès en fait. Florence. Ouais, je pense qu'il y a un véritable effet vicieux en fait dans ce que tu décris, parce que c'est vrai qu'on a tendance à entendre tellement de choses justement sur l'obsolescence programmée et le fait que voilà, les composants sont de moins en moins bons, que tout est fait à moindre coût et que donc les pièces lâchent et que c'est pas réparable, que les gens se posent même plus la question de se dire y a peut-être, c'est peut-être simplement parce que j'ai pas détartré ma machine qu'elle est tombée en panne, c'est peut-être parce qu'il y avait des pièces de monnaie dans mon jean que la pompe de mon lave-linge marche plus. Et donc en fait c'est tout un tas de réflexes en fait de l'utilisation des machines qu'il faut revoir, et ça c'est des choses qui sont très simples à mettre en place, qui sont de la communication de base sur l'utilisation des machines et sur le dépannage de base, quoi, des choses, des petits gestes qui sont super simples pour tout le monde. Il ne s'agit pas de bidouiller et de mettre des cartes mères dans des ordinateurs, hein. C'est vraiment très très simple, et je pense que là des sites comme le tien peuvent vraiment aider à mettre ces effets-là en avant. On va en parler dans vraiment la toute dernière partie de cette table ronde.